Bonjour, c'est votre rendez-vous culture sur News Security avec Security Book. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un roman, et c'est parfait en ce moment avec ces périodes de confinement, puisqu'on n'a rien d'autre à faire que de lire, de se cultiver, mais aussi de se distraire grâce à ce thriller incroyable intitulé Négo, avec son auteur sur notre plateau, Laurent Combalbert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes un ancien négociateur du RAID. On parlera de votre carrière en deuxième partie d'émission. Ce n'est pas votre premier ouvrage puisque vous avez produit un certain nombre de livres, mais de livres techniques. Là, c'est votre premier roman. Précédemment, vous aviez écrit une vingtaine de livres autour de la négociation, justement. J'en cite quelques-uns si ça vous intéresse. Négociator, la référence de toutes les négociations. Comment neutraliser les profils complexes. Dans la peau de deux négociateurs d'élite, ou encore devenez meilleur négociateur que vos enfants, ce qui est quand même un vrai challenge, tant moi je préfère négocier avec un preneur d'otages qu'avec mes enfants. C'est de l'humour, mais je crois que vous le partagez aussi. Oui, c'est difficile de négocier avec ses enfants. Effectivement, j'ai 4 enfants et on passe mon temps à me dire ça doit être facile pour toi qui sais gérer des négociations complexes. Pas du tout. Dès lors qu'il y a de l'affect impliqué dans la négociation, c'est beaucoup plus difficile. C'est ce qui différencie effectivement d'une négo où on ne connaît pas forcément la personne. Je le disais, aujourd'hui, c'est un formidable thriller autour de la négociation que vous nous présentez. Comment vous est venue l'idée de passer de bouquins techniques sur la négo à un thriller qui est lié à la négociation, mais le déclic s'est fait comment ? J'ai toujours aimé les bouquins policiers. J'ai toujours lu, souvent quand je partais en mission, j'avais un bouquin policier dans la poche. Et en rentrant de mission, un jour, j'avais eu à négocier face à quelqu'un qui avait un comportement assez particulier, qui était un psychopathe, très puissant, riche, qui avait des idées bien arrêtées sur un certain nombre de choses. Et je me suis demandé comment cette personne se comporterait si elle en croisait une autre avec laquelle j'avais négocié auparavant, qui avait à peu près les mêmes idées, qui avait à peu près la même volonté criminelle. Ouais. Et c'est là que l'idée de faire cette rencontre virtuelle a commencé à germer, et c'est là que le roman a commencé. Donc quelque part, vous avez créé votre propre personnage, c'est un héros qu'on retrouvera sûrement dans d'autres romans, puisqu'on en parlera tout à l'heure, vous êtes déjà en train d'écrire le second. Il s'appelle Stanislas Monville, et c'est votre véritable nom de négociateur quand vous étiez au RAID, c'est ça ? Alors, pas quand j'étais au RAID, quand j'étais négociateur privé pour les kidnappings, j'utilisais Monville comme nom d'emprunt quand je me présentais à un kidnappeur. Ça m'évitait de donner mon vrai nom, bien évidemment. Ouais. Et Stanislas, parce que je suis fan de Stanislas Borowitz, Belmondo dans Flic ou Voyou. Exact. Donc j'ai toujours aimé ce prénom. Je me suis dit que c'était l'occasion de les faire se rencontrer. Et quel était votre... Vous aviez aussi un faux nom quand vous étiez au RAID ? Non. On intervenait rarement en donnant nos noms. Par contre, on donnait notre prénom, où on se présentait comme négociateur du RAID ou officier de police. Ça permettait d'abord de ne pas mentir. On ne travaille pas sous fausse qualité quand on est dans la police, du moins dans ce service-là. Et puis, ça permettait aussi de créer un échange prénom à prénom. Souvent, le preneur d'otage ou le forcené apprécie cette proximité. C'est clair. Alors, dans Négo, Stanislas Monville, c'est un ex, lui, des forces spéciales, où il y a également des négociateurs. Il est négociateur professionnel, il en a fait son métier dans sa carrière privée ensuite. Et il intervient donc dans des kidnappings, des séquestrations et des extorsions, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et là, c'est d'actualité en termes de séquestration, avec l'histoire du saucissonnage du couple Tapie. Là, par contre, il est contacté pour négocier diplomatiquement et secrètement lors d'une création d'un des plus grands conservatoires de la biodiversité animale et végétale au monde. Donc c'est lié aussi à l'actu un peu bio, tendance depuis quelques années. Quel est ce laboratoire qui va être créé très exactement ? L'idée, c'est de créer un grand parc de biodiversité au Laos. Il existe 3 parcs réellement au Laos que l'on pourrait rassembler et on pourrait faire une réserve de biodiversité, à la fois animale et végétale. Et donc, quelqu'un va le solliciter pour l'aider en secret à négocier avec les autorités laotiennes pour avoir le droit, non pas d'acquisition, mais d'utilisation de ce territoire pour en faire un grand laboratoire mondial. D'accord. Et c'est le commanditeur qui le contacte ? Tout à fait. C'est quelqu'un qui est commandité par une entreprise qui garde le secret sur son identité au départ, qui lui a lancé la mission de créer ce parc, et il a besoin des conseils d'un négociateur pour l'assister parce qu'il y a un blocage dans la négociation, quelque chose qui n'arrive pas à dénouer, et c'est pour ça qu'il fait appel à Stan. Alors bien évidemment, on ne va pas spoiler le livre, on va vous laisser le plaisir de l'acheter d'abord en librairie, c'est important de faire vivre nos amis libraires et de le découvrir, mais on peut donner quelques petites infos qui vont vous amener l'eau à la douche, enfin à la bouche plus exactement, avec ce commanditaire qui est un peu particulier, sur lequel il a quelques doutes. Oui, il a une intuition dès le départ sur
la réelle volonté de son commanditaire. En fait, il va être pris entre deux feux, entre deux lames. La première, c'est son ego. Puisqu'on va le chercher parce qu'on dit à son commanditaire qu'il est le meilleur, que c'est le meilleur négociateur. Et donc, ce commanditaire va appuyer sur ce levier-là. Il va lui dire, je viens vous chercher parce que vous êtes le meilleur et j'ai besoin du meilleur. Ouais. De l'autre côté, Stan a l'intuition qu'il y a un truc qui lui manque. Alors, c'est pas forcément négatif, mais il sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe dans le profil de Joshua, qui est celui qui va lui confier la mission. Mais il va malgré tout l'accepter. Il va se dire, allez, c'est ma dernière mission, il a envie de raccrocher, de faire autre chose. Il dit, j'accepte sa dernière mission. Elle va en plus financer une ONG qu'il a créée sur la négociation dans le monde. Donc, il va se lancer là-dedans et il va aller au-delà de l'intuition qui aurait dû lui dire, attention, méfie-toi. Et là, il découvre quand même un milieu au fur et à mesure qu'on rentre dans le roman. Non seulement on parle d'écologie, bien sûr, mais du fanatisme, beaucoup de violence. Et c'est ce qui fait tout le suspense tout du long de ce roman. Oui, tous les personnages du livre existent. À part Stan, que j'ai inventé. Ouais. Je me suis bien sûr inspiré de mon personnage, mais Stan est complètement inventé. Tous les autres personnages existent. Vous les avez croisés dans votre carrière, tous croisés. Que ce soit au raid ou privé? J'ai travaillé soit face à eux, soit avec eux. Mais tous les personnages qui sont dans le bouquin sont des personnages réels. J'ai changé les prénoms, bien sûr, les nationalités, mais leur caractère, la description physique, je les avais en tête quand j'ai écrit le roman pour les décrire. Et grâce à ce roman, on voyage également beaucoup sur presque tous les continents. Oui, le métier de négociateur, aujourd'hui, celui que je pratique aujourd'hui, c'est un métier qui nous amène à voyager partout, ou à envoyer du monde partout, ou à avoir recours à des négociateurs locaux. Donc l'impact interculturel est très important, puisqu'en négociation, ça a du sens. Donc on prend la culture de l'autre, son cadre de référence, et bien là on voit qu'effectivement, on a besoin de s'appuyer sur des connaissances locales. Alors on va bien évidemment, je le répète, pas spoiler ce roman, parce que c'est le but d'un thriller, c'est de découvrir et d'être pris à la gorge avec le héros. Ce qui est sympa, c'est que vous avez rajouté ici un QR code qui est très simple à scanner avec un téléphone portable et qui nous emmène sur un podcast que vous avez réalisé, entre autres avec un comédien. Oui, Mehdi Sadoun qui joue la voix de Stan et qui en plus correspond à peu près à la tête du personnage que j'avais à l'esprit quand j'ai rédigé, qui va raconter ce que Stan dirait dans ce podcast pour raconter ses propres négociations. Donc ce sont des négociations qui ont été écrites, qui ont été inventées. Et moi, parallèlement à ça, dans le podcast, je raconte des vraies négociations que j'ai rencontrées, que j'ai eu à gérer, des négociations qui m'ont posé problème, certaines qui m'ont beaucoup appris. Et ça permet justement de donner au lecteur une vision aussi un peu différente de ce qu'on peut avoir dans le bouquin, de retrouver des vrais négos par l'auteur du livre et de retrouver des négos inventés par cet acteur. On prolonge l'expérience, on voyage aussi, puisque la première se passe dans une intervention que vous faites au Venezuela, assez particulière, pas évidente à mener, avec beaucoup de périodes de doute. Mais en général, toutes vos missions terminent bien. Touche du bois, pour l'instant, j'ai toujours ramené les otages qui étaient impliqués dans des kidnappings ou des extorsions, donc pourvu que ça dure. Mais oui, le premier podcast raconte un kidnapping au Venezuela, avec un directeur sûreté qui me sollicite et qui, dans le cadre d'une police d'assurance Kidnap and Ransom qui couvre son entreprise, eh bien, nous demande de monter une cellule de crise et une équipe qui va gérer le kidnapping de ce voyageur d'affaires. Est-ce que Stanislas Monville aura une suite, une deuxième vie, un deuxième roman ou d'autres? Alors, il y a déjà un deuxième roman, puisqu'on est pratiquement on a dépassé la moitié de l'écriture du second roman. D'accord. Une histoire qui sera différente, avec des personnages qu'on va retrouver, surtout dans l'équipe de Stan, bien évidemment. D'accord. Mais oui, c'est en cours. D'accord, donc on va pouvoir prolonger cette plongée dans l'univers de la négociation. On va parler un petit peu de votre carrière qui vous offre une nouvelle vie d'auteur et de conférencier, qui nous offre et bientôt ces super romans. Je rappelle un peu votre carrière, vous avez été officier de police, vous avez intégré le RAID en 98, pour lequel vous devenez donc négociateur jusqu'en 2004, c'est ça ? Vous avez d'ailleurs fondé la branche négociation du RAID. Avec Michel Marie, qui est celui qui m'a recruté, qui a été le premier négociateur du RAID. D'accord. Qui est celui qu'on voit quand vous voyez les images de Nicolas Sarkozy à Neuilly, qui négocie avec Human Bomb, HB. Exact. Michel est la personne qu'on voit juste derrière Nicolas Sarkozy. C'est les prémices de la négociation, c'est lui qui lance l'idée que la négociation, c'est un vrai métier, que ça nécessite d'organiser une vraie équipe, et qui me demande en 97 de le rejoindre pour finalement être recruté en 98 au sein de cette équipe. Et alors, vous contribuez à développer ce métier, non seulement, bien évidemment, au sein du RAID, mais à l'époque, quand vous étiez au RAID, également à l'extérieur ou pas encore? Alors, à l'extérieur, oui. J'ai la chance de parler anglais et espagnol, et donc ça a été un atout pour aller former des équipes étrangères. On avait une vision de la négociation qui était assez liée à l'improvisation. On est très latin dans notre approche, contrairement à ce que faisaient les anglo-saxons, notamment le FBI, avec des grosses procédures très, très figées. On avait, nous, une approche de référentiel
un peu souple, avec des questions clés plutôt que des bonnes réponses. Et ensuite, on était dans l'improvisation, l'adaptation à l'autre. Dans la négociation, c'est toujours l'autre qui vous donne le pouvoir de négocier avec lui. Donc ça, c'était plutôt apprécié par les polices étrangères qui nous demandaient de les former. Les Émirats arabes, pratiquement tous les pays d'Amérique du Sud, les pays africains également, l'Indonésie, la Chine. Vous parliez du FBI, il faut signaler que justement vous avez suivi des formations aux États-Unis avec le FBI, mais aussi en Angleterre avec le MI6. Scotland Yard. Le SR-19. Comment se situe la France aujourd'hui par rapport à ces pays en termes de négociation, de négociateurs? C'est vrai qu'historiquement, c'est les Américains et les Anglo-Saxons qui ont la main sur ce métier-là. Ouais. Scotland Yard, la police d'Afrique du Sud, la SAPS, a aussi joué un gros rôle. Ensuite, on a su montrer que notre approche plus liée à l'improvisation et à l'adaptation à l'autre faisait la différence. Donc, je dirais qu'on a plutôt une bonne réputation. Les négociateurs du RAID, du GIGN ont une bonne réputation dans ce milieu parce qu'en plus, ils ont eu à prouver dans les situations dramatiques qu'on a connues ces dernières années leur capacité à stabiliser une situation, à laisser passer un peu de temps à faire du renseignement pour permettre l'intervention. Puisque malheureusement, avec un terroriste, il est très difficile de négocier, du moins d'obtenir une solution négociée. La négociation sert plutôt de tampon pour gagner du temps, pour positionner le groupe d'intervention, faire en sorte que le terroriste soit au bon endroit, au bon moment. Mais on a assez peu de résolution par la négociation avec un fanatique qui est prêt à aller. C'est ce que nous disait récemment dans Security Book Thierry Orozco, qui est venu présenter son livre qu'il a écrit à quatre mains avec Jean-Michel Fauvergue, en tant qu'ex-patron du GIGN et avec l'ex-patron du RAID, en disant qu'avec des terroristes fanatiques, la négociation, ce n'est pas pour essayer de le sortir vivant et de solutionner correctement la situation, c'est impossible, mais c'est de gagner du temps pour pouvoir mettre en place l'opération. Ouais. On peut le faire douter. Les Israéliens appliquent cette méthode. Ils appellent ça casser le mur des certitudes. On peut arriver à faire douter le preneur d'otages dès lors qu'il a une vocation terroriste et peut-être l'amener à se rendre. Mais c'est très rare, les cas sont très rares. Et puis la dangerosité de ces personnes-là impose qu'à un moment donné, on arrête la négociation et on donne l'assaut. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous peut, avec une bonne formation, devenir négociateur, ou est-ce qu'on doit véritablement avoir des qualités précises que tout le monde n'a pas? Tout le monde peut devenir négociateur. Après, quand on a des qualités particulières, on va plus vite. Je dirais que quelqu'un qui est naturellement empathique, quelqu'un qui a une aisance verbale, quelqu'un qui a une capacité à aimer les autres. Je dis souvent, comme métier de négociateur, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens autour de nous parce que ça va se sentir. L'accroche, elle va se faire. Donc, si vous avez ces compétences-là, ces capacités-là, ces qualités-là, ça va plus vite. Mais tout le monde peut devenir négociatrice ou négociateur. Il suffit juste de passer le temps à travailler les compétences techniques, le savoir-faire, et les compétences comportementales, le savoir-être. Ouais. Est-ce que votre quotidien au RAID vous a autant servi à écrire négo que votre quotidien actuel de négociateur privé, entre guillemets? Les deux s'auto-alimentent. Au RAID, les négociations du RAID ou du GIGN ou d'autres sont très dangereuses, mais pas techniquement très difficiles. C'est un peu, peut-être que je vais me faire des inimitiés en disant ça, mais c'est vrai. C'est techniquement pas très difficile parce que vous avez en face un preneur d'otages, un forcené, un terroriste, avec un profil relativement uniforme. D'accord. Quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, contrairement à ça, les DRH, par exemple, ont des négociations qui sont moins dangereuses, puisqu'il n'y a pas mort d'homme, normalement, à la fin de la négociation. Par contre, techniquement, beaucoup plus difficile, parce que des groupes, parce que d'une dynamique de groupe, des enjeux qui sont cachés. Donc, je dirais que ces deux visions s'auto-alimentent. La gestion des négociations sous haute intensité au RAID, avec du stress, et l'incapacité de se rater, parce que si on se rate, il y a des morts. Et puis de l'autre côté, dans l'entreprise, les négociations beaucoup plus complexes, avec 3 temps, 4 temps, 5 temps, une cartographie d'acteurs beaucoup plus grande. Je crois que c'est la jonction des deux qui permet d'avoir dans le négo une vision beaucoup plus large. Alors justement, je disais, aujourd'hui, vous êtes quelque part dans le privé et à votre compte, vous avez fondé... Plus que quelque part, je suis complètement dans le privé. Ou partout. Ouais, c'est ça. Vous avez fondé The Trust Agency. Vous avez un certain nombre de spécialistes dans la négociation dans tous les univers qui interviennent, c'est ça? Oui, on fait de la gestion de crise, alors pas que de la négociation. J'ai créé ADN, l'agence de négociateurs, il y a 7 ans maintenant avec Marwan Méry, et je lui ai laissé l'entreprise parce que j'avais dit que le jour de mes 50 ans, je me consacrerai au travail sur la confiance. Je trouve que le sujet de la confiance est un sujet primordial dans les organisations. J'ai eu 50 ans en février et donc j'ai scellé mes parts à Marwan. J'ai constitué The Trusted Agency, l'agence de confiance, où on travaille sur la recréation de confiance dans des situations de crise. Donc soit à chaud sur l'assistance d'une cellule de crise ou dans la voie de négociateur, parce qu'on le fait toujours sur des kidnappings ou des extorsions, mais également par temps calme, comment on recrée du team building, comment on fait en sorte que les équipes créent cette cohésion, cette capacité
dans la tempête à faire face et à prendre les bonnes décisions. Vous avez une équipe assez étoffée avec des profils très différents. Vous avez des gens qui viennent de l'aérien, d'Air France. Oui, on a des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, on a un pilote de Rafale, on a des sportifs de haut niveau, on a l'ancienne patronne de la patrouille de France, on a des anciens opérateurs du RAID, du GIGN, on a des médecins, des spécialistes aussi de la médecine de catastrophe, des chirurgiens. Ce qui caractérise les gens qui travaillent avec nous, ce sont des gens qui ont tous vécu des métiers de haute intensité. On a l'amiral qui était l'ancien Alfusco, donc commandant des fusiliers marins et commando marine, qui a été patron du commando Hubert également. Quand il vous parle de la prise de décision sous haute intensité, il sait de quoi il parle. Donc c'était un des facteurs. Tous les experts de l'agence ont vécu ce type de métier. Et on veut également des personnes qui n'ont plus rien à prouver dans leur métier. Ils ne sont pas là pour se mettre en avant, ils sont juste là pour transmettre leur savoir et leur connaissance. Si on parle de confiance, on appelle ça faire le don de confiance. Donner sa confiance à quelqu'un, c'est aussi être capable de lui transmettre sans faire ça juste pour l'ego, mais le faire parce qu'on va le faire grandir et c'est ce qui va améliorer le système. Aujourd'hui, il y a un sujet qui vraiment préoccupe les entreprises, c'est les cyberattaques. Est-ce que vous intervenez auprès des cyberpirates? C'est un domaine dans lequel vous êtes également présent? Oui, c'est un domaine sur lequel on nous appelle encore, même si j'en fais moins. Ouais. Encore une fois, je me suis détaché un peu de ces négociations-là. Je garde quelques négociations particulières parce que j'ai des clients qui me sont attachés ou des contrats d'assurance sur lesquels je suis le consultant. Mais les cyberattaques, oui, on est encore sollicité pour en faire quelques-unes. C'est compliqué parce qu'il y a très peu de moyens de rétorsion immédiate. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas signaler qu'elles ont été attaquées parce que ça pourrait montrer à leurs clients qu'elles ont une faille de sécurité. Or, c'est dommage. La première chose à faire quand vous êtes attaqué, c'est prévenir les autorités. Prévenir l'ANSSI, demander de l'aide, parce que ça ne veut pas dire que ça va sortir dans la presse, ça veut juste dire que vous aurez les moyens de protection et de sécurité, de défense que pourra vous apporter le service public. Et puis ensuite, oui, dans certains cas, il faut négocier. Encore une fois, comme avec un terroriste, négocier pour gagner du temps, trouver la brèche, protéger les informations, parfois négocier en payant une rançon pour récupérer les données, même si parfois essayer de la faire diminuer, cette rançon d'ailleurs. Quand on négocie, on essaie de payer le moins possible pour ne pas encourager le business du ransomware ou du crypto-locking. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à dire à mes clients, on va éviter de payer, on va protéger le maximum de données, et puis si on est pris, oui, on va peut-être le révéler. Moi, quelqu'un, une entreprise qui dirait « je me suis fait prendre », comme tout le monde, on s'est fait piéger, changez vos codes sur votre compte, sur notre entreprise, ça ne me gêne pas particulièrement. Je préfère la vérité plutôt que cacher ça et ne pas dire qu'on s'est fait attaquer. Un jour ou l'autre, ça finit par sortir. C'est d'ailleurs assez le basique de la gestion de crise. Hein. C'est de dire, bon, on a eu un problème, le dire, être complètement transparent et dire on va faire le mieux possible pour venir vous aider au niveau de la clientèle, hein, bien sûr. Pour terminer, en ces temps de confinement, on va donner quelques idées de films autour du thème des négociateurs. On va voir les affiches qui vont se mettre sur votre écran. Si je vous cite d'abord Négociateur avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey. C'est un très bon film qui est sorti en 98, si mes souvenirs sont bons. Il est sorti au moment où je suis rentré au RAID. Et j'avais vu ce film, bien sûr, comme tous les gens passionnés par ce métier-là, même si c'était un peu les prémices de ce métier. Et j'avais contacté le conseiller technique de ce film, qui s'appelait Charlie Brougham, qui était le chef des négociateurs de Chicago. Et j'avais fait venir Charlie en France. En 2000, il est venu au RAID, former l'équipe du RAID sur son approche de la négociation. Donc ça, c'est un film que vous conseillez? C'est un film. Alors c'est un film très américain, avec des règles très arrêtées. On ne dit pas non, on ne parle pas de Dieu. Bon, ça évidemment, c'est un peu trop rigide pour notre approche à nous, mais c'est un super film, Un autre film plus ancien que moi j'adore, qui s'appelle Un après-midi de chien de Sidney Lumet avec Al Pacino. Qu'est-ce que là où il y a une prise d'otage, donc c'est à une autre époque, on n'a pas les mêmes moyens de communication. Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre, ce film? C'est aussi un film où j'aime bien Un après-midi de chien parce qu'on voit la psychologie du preneur d'otage. On voit Al Pacino qui se retrouve coincé dans ce braquage de banque, ça tourne pas comme il a prévu. Exact. On voit comment il se réadapte, comment le négociateur va essayer de lui tendre la perche, mais aussi de lui tendre des pièges. J'aime bien ce côté-là parce qu'on voit clairement la vision du preneur d'otage. Ouais. Il y a aussi une série qu'on peut recommander qui est visible sur Netflix qui s'appelle Mindhunter. C'est sur les débuts de la criminologie aux USA à la fin des années 70. Vous l'avez vu? Oui, tout à fait. Est-ce que ça vaut? Oui, c'est une bonne série parce que c'est les prémices de la lecture comportementale, de l'identification des criminels par leur comportement, par la psychologie. Donc c'est très très intéressant. Mais ce sont aussi des séries qui sont dans la logique de Lie to Me par exemple, qui utilisent les travaux de Paul Ekman pour montrer comment on peut arriver à détecter les fuites émotionnelles. C'est ça. Quand elles sont fondées sur des faits scientifiques et quand elles sont animées par des gens qui conseillent et qui ont fait ces métiers-là, elles sont souvent très intéressantes. Et puis pour terminer, on a le mythique Silence des agneaux. On a tous adoré. Moi, j'ai eu une personne qui intervient comme ça, qui m'a dit, bon, ce qui n'est pas trop crédible, c'est de mettre une stagiaire au contact de ce terrible personnage.
Ou alors mettre quelqu'un qui est complètement libre de tout préjugé sur ce genre de personnes et qui pourrait justement apporter de la fraîcheur dans l'enquête. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Merci beaucoup Laurent Combe-Albert. Je vous le conseille vivement, c'est chez Kalman Levy, ça s'appelle Négo. Et vraiment, vous allez passer un moment extraordinaire. Profitez-en. Si vous souhaitez d'ailleurs d'autres idées de livres pour passer plus vite cette période de confinement, eh bien, d'autres livres sont dans Security Book. Et les replays sont sur cette adresse www.agoranews-sécurité.fr. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité, à la réalisation, à Soline Squill, à la production et à la post-production, ainsi qu'à la Dream Team Agora. À très vite. En attendant, prenez soin de vous.